Si tu as un fonds en dessous de 50 millions d'euros, c'est très compliqué parce que tu vas avoir beaucoup de charges au lancement. Donc en dessous de 50 millions, moi tous ceux que j'ai vus qui réussissent à bâtir des choses très sympas à quelques dizaines de millions d'euros, en dessous de 50 millions c'est difficile. Qu'un actif à un instant T est parfaitement pricé par le marché. Et s'il y a des anomalies, surtout si ce sont des actifs liquides et matures, il y a des acteurs plus forts et plus gros que des particuliers pour exploiter les failles. Mais si d'un seul coup le marché décale, je dois pas être impacté par ça, ça dépend pas de moi. Théoriquement, pas avoir vraiment de fierté à gagner et ni de honte à perdre. En fait, l'actif, il fait sa vie et moi, je joue un jeu. Tous les traders ou investisseurs ou entrepreneurs du secteur de la finance de marché qui ont réussi et qui ont bâti des fortunes, c'est une vision qui est plus large que uniquement se concentrer sur la stratégie. La stratégie, c'est une chose, l'appliquer correctement, bien sûr, c'est le cœur de tout ce qu'on fait. Et à un moment donné, il faut aussi savoir prendre le recul et se projeter pour mener à bien sa barque. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'entretien avec un trader. Il a côtoyé tout le game français du trading, des traders professionnels, institutionnels, particuliers ainsi que les formateurs et les courtiers. La personne avec qui nous allons nous entretenir aujourd'hui a réalisé plusieurs milliers d'interviews et d'échanges avec les acteurs principaux de cette industrie, accumulant ainsi une quantité considérable d'informations précieuses qu'il va nous partager aujourd'hui. Passionné des marchés depuis son plus jeune âge, il a fondé Vidéo Bourse, le premier média français sur la finance à avoir été créé sur YouTube en France. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Fabien Labrousse. Bonjour Fabien et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Oswald. Introduction flatteuse. Je vais essayer d'être à la hauteur de l'enjeu. Je précise que sur le millier de traders rencontrés, on parle là de traders qui veulent se mettre en avant ou qui ont quelque chose de particulier, soit une certaine expérience, soit un poste, etc. Sinon, si on parle de traders, entre guillemets, au sens large, particulier, là, par contre, c'est certainement quelques dizaines de milliers de personnes que j'ai pu rencontrer qui s'essayent ou qui gèrent leurs investissements en bourse. C'est vrai que pendant des années, j'ai fait beaucoup d'événements présentiels, tout ce qui est salon, etc. J'en fais beaucoup moins maintenant. Et du coup, ce type de journée a l'avantage de permettre de rencontrer beaucoup de monde en peu de temps et de faire une synthèse, de tendre naturellement vers loi faible des grands nombres. On voit ce qui intéresse les gens, quelles problématiques ils rencontrent. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, croiser comme ça les sources pour tendre vers ce qui fonctionne idéalement. Mais c'est ça, et c'est là-dessus aussi qu'on crée. Là, tu avais parlé sur le dernier échange qu'on avait fait, tu avais parlé d'un bon trade. Je te retourne je te retourne un peu le compliment aussi. Tout ce que tu as fait toi aussi, c'est un bon trade. Parce que tu as accumulé quand même sur ces années pas mal de data en ce qui concerne que ce soit même des techniques ou alors des stratégies ou alors des biais peut-être émotionnels qu'il faut apprendre à gérer, etc. Mais le retour d'expérience de tous ces traders a dû forcément t'apporter quelque chose de positif dans ta vie et dans ton expérience, quoi. Alors oui, alors moi je pense personnellement pas que mon expérience de 16 ans maintenant soit un grand succès. C'est un succès qui est ce qu'il est, mais voilà, c'est pas un grand succès. Par contre, j'ai beaucoup appris et je pense que c'est surtout depuis quelques années là que je suis particulièrement efficace dans le traitement de toutes ces données. Donc c'est pas le tout d'avoir les données, encore faut-il les traiter efficacement pour tendre vers ses objectifs personnels, puisqu'on est là peut-être dans cet entretien, en tout cas plutôt dans une démarche centrée sur la personne, entretien avec un trader. Voilà, de la donnée, c'est important. La croiser, la traiter correctement, c'est bien, c'est mieux, et ça permet de tendre vers ses objectifs, quoi. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans le trading? Et qu'est-ce qui t'anime dans cette activité? Je l'ai expliqué lors de 2 entretiens que j'ai pu faire auparavant. C'est la troisième fois que je me prête, moi, au jeu de l'interview. Habituellement, c'est moi qui suis dans le rôle de l'intervieweur. Donc, j'y suis venu à partir de mes 16 ans. En gros, mon père a travaillé à la BNP, mais dans le côté banque de détail, donc pas dans le côté financier. Et il nous a acheté à moi et mes frères nos premières actions quand nous n'étions pas encore majeurs. Et j'ai commencé à regarder sur les forums. Donc, à l'époque, le forum Boursorama était vraiment un lieu d'échange, d'ailleurs où il y avait tout et n'importe quoi, mais voilà, c'était vraiment un lieu d'échange. Les forums à l'époque, donc cette époque, c'était 2005, donc on va dire de 2005 à 2010, même 2012-2013, les forums avaient beaucoup d'importance, ils en ont moins aujourd'hui. Il reste quand même des lieux d'échange qui ont l'avantage par rapport aux réseaux sociaux de garder le contenu au fil du temps. Et donc tu peux facilement avoir un historique des conversations passées.
Et voilà, pour te répondre précisément, c'est comme ça que j'y suis venu. Donc, j'ai fait des études en économie et sociale, bac ES. Et ensuite, j'ai commencé la fac, l'université en administration économique et sociale. Mais j'ai lancé Vidéo Bourse à mes 18 ans et tout de suite, ça a été un business qui a pris mon temps, mon énergie, qui a généré des revenus. Et donc, je me suis consacré. Je n'ai pas fini ma licence en administration économique et sociale. D'accord, ok, donc ouais, t'as lancé ton truc et c'est parti, t'as quand même, t'as pu tout de suite en tirer comment dire, des revenus pour vivre. Et t'as arrêté au bout de, quoi, la première année, deuxième année? Première année. Ouais, ouais, D'accord, ok. j'avais 18 ans, j'ai eu mon bac, j'ai lancé Vidéo Bourse en même temps que ma première année. Euh, donc, tout de suite, ça a intéressé des sponsors. J'étais pionnier hein, sur la thématique. Je pense qu'on devait être trois chaînes qui parlaient de bourse à l'époque. Il n'y avait aucun modèle. Le terme de YouTuber n'existait pas. La plateforme était nouvelle. D'ailleurs, à l'époque, c'était à la fois sur YouTube et sur Dailymotion, qui aujourd'hui est délaissé, malheureusement. Pourtant, c'est une entreprise française qui était vraiment de grande qualité. Mais voilà, quand on a. Voilà, les Américains sont toujours très forts pour truster les innovations et prendre le lead, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Donc bah, à l'époque, c'était novateur, j'étais très jeune et donc tout de suite, ça a attiré des sponsors. Voilà. À l'époque, qu'est-ce qui existait comme type de support pour pouvoir trader quand t'es particulier? Oh, les supports, ils existaient puisque la vraie révolution que je n'ai pas connue, ça a été les années 2000 et le passage de la bourse. Alors, quand même, dans les années 90, il y avait la bourse qui devenait de plus en plus électronique. Mais euh, avec le Minitel et avec les premières technologies qui s'apparentaient à de l'Internet, on y allait doucement. Donc, quand j'écoute les anciens, on va dire que les grandes années de la bourse, telles qu'on peut l'imaginer à la criée, c'était les années 70 puis 80. Et puis, tranquillement, dans les années 90, on a eu un glissement vers de plus en plus d'électronique jusqu'à l'apogée et la bulle Internet de 2000, la révolution Internet. Et donc, moi, quand j'arrive sur les marchés 2005, puis sérieusement et plus activement quand je suis majeur 2007, eh bien, on est déjà sur Internet. Alors, Internet, de toute façon, on a le même âge, toi et moi, Oswald, donc c'était pas l'Internet qu'on a aujourd'hui, mais il y avait déjà, moi, quand je suis arrivé, par exemple, MetaTrader 4. Donc, D'accord, ok. on avait un accès à certaines plateformes qui permettaient de faire du trading tel qu'on l'entend aujourd'hui. Voilà. Et toi, du coup, t'es rentré pieds joints dedans, j'imagine? Parce que si t'avais la volonté de créer une chaîne YouTube et de t'immiscer un peu dans cette espèce d'espace un peu fermé, j'imagine à l'époque, tout cet espace de courtier, de formation et tout, peut-être que c'était pas encore super démocratisé, du moins pour le grand public. J'imagine que toi-même, tu as dû mettre un pied dedans et tu as commencé à prendre tes premières positions à cette époque-là, quoi. Oui. Alors, la bourse, finalement, elle n'était pas forcément dans une phase où il y avait de plus en plus de monde, puisque quand je démarre, c'est en 2007. Donc là, oui, c'est une époque florissante, mais c'est la fin d'une époque florissante, puisqu'ensuite, on a la crise de 2008 qui a quand même laissé des séquelles pendant 5 à 10 ans. Je parle de séquelles lourdes. Et finalement, je crois que l'apogée du nombre d'actionnaires particuliers en France, il est plutôt dans les années 2000, justement, au moment de cette bulle Internet. Déjà, on a un contre-coup en 2000 et il y a beaucoup de gens qui se désintéressent de la bourse en disant que c'est de l'arnaque ou que c'est nul, etc., parce qu'on a eu un gros crack. Finalement, on reprend du poil de la bête et 2007, c'est seulement 7 ans après cet éclatement de bulle, on a de nouveau une bulle financière. Et donc, il y a quand même eu des grosses années de défiance, je dirais, qui ont traîné jusqu'à 2015. Et là, je dirais que depuis 2015, par contre, on est entré dans un nouveau cycle où il y a moins cette réticence. Donc le nombre d'actionnaires particuliers, d'après les chiffres de l'AMF, maintenant croît année après année. On a eu un pic au moment du Covid. D'ailleurs, c'est marrant puisque historiquement, les cracks étaient plutôt des moments où les gens se retiraient de la bourse. Et là, ce crack Covid a été tellement soudain, mais la remontada a été tellement forte. Et puis, ce contexte, en fait, de tous Confinement. enfermés chez nous, ouais, de confinement, a fait que beaucoup de gens se sont renseignés sur la manière de prendre en main son épargne et de mieux comprendre les concepts derrière les grands placements favoris, on va dire passifs, des Français qui n'ont pas le temps euh, nécessaire à consacrer pour aller au fond du sujet, mais qui ont quand même une exposition au marché boursier, donc l'assurance vie, les PEA. Bon, bah, ça, il y a énormément de Français qui en ont, mais voilà, tranquille, dans un coin, et puis ils n'y touchent pas, ils ne cherchent pas trop à comprendre.
cette période de quelques mois a été l'occasion de prendre le sujet en main, pour le meilleur et pour le pire. D'ailleurs, c'est souvent le cas hein, de ce que j'observe. On rentre pas toujours pour les bonnes raisons et pas toujours avec les bons intermédiaires en bourse et en trading, mais au moins c'est toujours un pied qu'on met dans cet univers. Et ensuite, on va dire, la sélection naturelle se fait, hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui restent dans des choses pas bonnes, pas sérieuses, et puis il y en a d'autres qui affinent et tendent vers des choses très intéressantes, voire vers l'excellence. Euh, voilà. À l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas comme aujourd'hui. Comment est-ce que tu arrivais à faire des rencontres, à créer le contact avec des gens pour les interviewer ou pour rencontrer des grandes personnes qui sont dans le milieu de la finance, etc. Comment tu t'y prenais? Bah, j'avais créé ce forum qui était populaire, hein. Je pense qu'il était dans le top 5 des forums les plus utilisés en francophonie à propos du trading. À l'époque, il y en avait un autre aussi qui était populaire dans ce même segment, c'était Trader Forex, mais depuis le site a été racheté par Mataf. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Ouais, sinon, à beaucoup plus grande échelle et plus tourné vers la bourse, on va dire, traditionnelle et moins le trading. Il y avait donc bien sûr le forum Boursorama, mais qui est sans commune mesure. Nous, c'était un forum de quelques milliers de personnes. Du coup, de par ces échanges et le bon référencement de Vidéobourse, ça m'a amené à rencontrer les premières personnes. Et puis, moi-même, j'avais très peu de repères. Je ne comprenais concrètement pas bien le paysage dans lequel j'évoluais, comme beaucoup de monde, hein. Je pense que quand on débute, il n'y a pas de problème avec ça. De toute façon, la France, de manière générale, et le milieu de la finance de marché, c'est quand même un milieu assez élitiste. Et si on n'y entre pas par la bonne porte et qu'on n'est pas encadré par les bonnes personnes, eh ben, c'est très dur de bien se représenter les choses. Aujourd'hui, les choses ont tendance à changer. L'accès à l'information est quand même vachement facilité par Internet. Et si on veut tendre vers la bonne information, on peut le faire beaucoup plus facilement que par le passé. Donc, à l'époque, en tout cas, je n'avais pas une bonne vision du paysage et donc j'allais me renseigner vers les gens qui me paraissaient intéressants. Et quand il y a quelqu'un qui me paraissait intéressant, je lui proposais voilà, de faire une interview. On va dire, là-dessus, j'ai été quand même assez pionnier. Vidéo Bourse, ça a tout de suite été le nom du média. Et c'était vraiment un segment à développer, puisqu'en 2007, il y avait tout à faire. Et derrière, c'est ce qu'il s'est produit. C'est-à-dire que la vidéo a pris une part énorme du marché de l'information. Et aujourd'hui, c'est un vecteur de communication, d'échange, que ce soit pour les entreprises, pour les intermédiaires, donc les journalistes, les médias, les différentes professions, hein. Tout le monde a quelque chose à dire sur cette terre. Eh bien, on peut prendre la parole et créer une chaîne YouTube, une chaîne vidéo facilement. C'est un moyen d'expression qui est démocratique, qui peut être très bien fait, comme peut être fait de manière plus artisanale. Le nom de domaine vidéo bourse, c'est quand même top au niveau référencement. Je crois que tu peux pas faire mieux, quoi. Ouais, au moins c'est clair, on sait ce qu'on vient y trouver. Ouais, voilà. Vidéo bourse. Après, ça fait un peu maintenant old school, je trouve, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais tu vois, vidéo bourse, zone bourse, quelque chose bourse, je trouve que ça fait référence à une certaine période qui a existé. Et de toute façon, Ouais. j'en suis fier, parce que c'est là où j'ai créé Bah le oui, média en bien 2007. sûr, bien sûr. Mais du coup, aujourd'hui, tu vois, si je devais le créer, bien sûr, de toute façon, ça n'a pas de sens, mais ce serait peut-être pas ça. Donc voilà, c'est ça que je peux dire. Mais oui, au moins, tu sais, c'est marqué dessus, quoi, vidéo bourse. Par quel type de trading tu as commencé? Est-ce que tu as commencé sur des placements actions à long terme? Est-ce que tu as tout de suite commencé sur l'intraday, sur du forex? Mon premier compte que j'ai ouvert, alors, plusieurs choses. Déjà, j'avais du coup des actions, mais vraiment des actions d'entreprise, au travers d'abord d'un compte titre, puis d'un PEA. Ça, c'est, on va dire, plutôt défensif et passif. C'est de l'investissement de long terme. Donc ça, c'est vraiment le tout premier compte que j'ai eu, c'était un compte titre. Ensuite, j'ai ouvert un premier compte de trading actif chez FXCM, donc sur le Forex, et c'était un compte seulement de quelques centaines d'euros. Et ensuite, pendant plusieurs années, je me suis spécialisé sur le Forex, dans un trading purement directionnel, un trading très agressif d'un point de vue de l'effet de levier. À l'époque, il n'y avait pas du tout de restriction en matière d'effet de Oui, levier. je me rappelle, ouais. Et, et au bout de quelques années, je me suis dirigé vers également les CFD et les indices, puis les options et les futurs. Ça a été ça mon cheminement. Et je me rappelle à une époque, tu faisais du trading live même, hein, je crois. Il y avait un moment donné où tu postais tes résultats. Il y a eu Exact. une époque, hein. Alors ça date, hein, parce que c'était de ça, ouais, c'était il y a peut-être 6 7 ans, un truc comme ça. Ouais, ouais, même, ouais, je pense 7 8 ans. Au début, tout était à faire. Et YouTube créer des innovations.
donc la possibilité de diffuser en direct. Et bah, j'ai exploité cette possibilité et j'ai toujours essayé d'intégrer au maximum l'échange et la communauté. Donc, je faisais des lives où je disais ce que je faisais et j'essayais d'amener les auditeurs également à venir partager leurs expériences, leurs vues de marché sur la journée, etc. Donc, il y a vraiment du live trading de manière assez informelle, mais au fil du temps, tout s'est formalisé. Et puis, voilà, pour clarifier les choses, etc. Maintenant, alors, on fait encore des fois des sessions de live trading, c'est moins le cas ces dernières années, mais il y a encore, par exemple, 1 an et demi, 2 ans en arrière, on avait régulièrement des sessions de live trading, mais plutôt avec un invité qui vient nous présenter en direct sa manière de faire. Donc voilà, effectivement, au début, de manière totalement informelle, on balance un live, on traite, et tout le monde vient, tout le monde discute, tout le monde. Et puis petit à petit, ça s'est formalisé. Que bon, le trading, j'imagine qu'il y avait quand même une part, le trading vraiment pur, hein, je parle. J'imagine que ça avait quand même une part importante dans ta vie. Alors je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque. Et du coup, est-ce que ton business a impacté, tu penses, positivement ou négativement ton trading? Alors oui, mais j'étais très agressif à l'époque, et pour te donner une idée, il faut, je pense, pour bien comprendre la chose, puisque c'est centré sur moi. Moi, de mes 18 ans jusqu'à mes 26, 27 ans, mon idée principale, c'était d'être mobile, d'avoir de l'argent pour pouvoir vivre des expériences sympas à travers le monde, voir ma famille aussi, puisque j'ai de la famille un peu dans différents endroits. Et donc voilà, une activité nomade qui bah, voilà, est quand même stimulante intellectuellement, qui est rémunératrice et j'avais pas de projet spécialement d'ancrage ou d'avenir, donc à plus loin que quelques mois devant moi. Donc bah, c'était parfait en fait. Je traitais, bah, alors je traitais de manière très agressive et objectivement de manière pas suffisamment informée. Euh, J'avais pas les bons outils, tous les bons outils dans mon arsenal pour exploiter au mieux et exprimer une vue de marché. Mais à l'époque, du coup, j'avais une vue directionnelle, je montais des stratégies agressives et en gros, je partais avec un capital donné, on va dire un capital de 1, et régulièrement, en quelques mois, je le démultipliais par 2, 3, jusqu'à 5, 6, et après, par trop de niveau de risque, par un marché, un rythme de marché qui change, bah, je revenais, alors je perdais toute ou grande partie du capital. Donc, ça m'allait comme ça parce que c'était un rythme et voilà, qui me convenait, mais ça n'avançait pas de manière durable et pérenne, surtout parce que j'étais trop agressif. Donc j'avais déjà des bonnes idées, je pense, puis j'étais beaucoup en discussion tout le temps, donc on a un mélange, un croisement comme ça d'idées qui fait qu'on tend vers quand même des choses cohérentes, intéressantes à exploiter, des dynamiques de marché sur des actifs très liquides, des récurrences observées qu'on peut exploiter euh, avec un gros effet de levier. Donc voilà, ça génère beaucoup d'argent sur le coup, et puis finalement ça se dégonfle, et donc on part sur autre chose, etc. Il y avait des. Voilà, ça a duré quelques années comme ça. En termes d'effet de levier, aujourd'hui, on est limité à 30, je crois, sur les paires de devises majeures. À l'époque, comme il n'y avait pas de limite, on pouvait étendre jusqu'à 500, voire même 1000 chez certains brokers. J'ai jamais tendu vers ces extrêmes, mais en gros, ouais, je pouvais prendre des effets de levier jusqu'à 100 quasiment, dans certaines configurations. Donc ça démultiplie vraiment significativement le capital. C'est vrai qu'avec un capital de 10 000, tu peux déjà avoir une exposition de marché de l'ordre du million. Ouais. Mais en plus, il faut pas oublier que voilà, la plupart, une grande partie de l'audience trade sur propre firme. Faut pas oublier que nous, à l'époque, c'était des fonds propres, quoi. Donc c'est vrai que l'enjeu était différent. Oui, oui, tout à fait. Parce que le levier en propre firme peut être vraiment un outil avantageux quand on sait bien l'utiliser, mais par contre, sur des fonds propres, il peut être un outil meurtrier, quoi. Pour le compte, en tout cas. Totalement vrai. Moi, le capital alloué au trading et de manière générale, l'argent généré dans mon esprit et dans ma vision des choses a de toute façon toujours été tourné vers le trading et vers un niveau de risque à mesurer par rapport à un gain potentiel. Je pense, et d'expérience parmi les gens avec lesquels on discute, en fonction de la manière dont on a acquis l'argent, eh bien, on ne lui apporte pas la même valeurs et on va pas faire les mêmes choses. Euh, donc, moi, j'ai toujours été dans un état d'esprit où voilà, le risque faisait partie de l'équation et donc je considère pas l'argent
Ce que je veux dire par là, c'est quelqu'un qui a travaillé dans un emploi pour toucher un certain capital n'aura pas la même vision et utilisation de ce dernier que quelqu'un qui est déjà dans une logique d'entrepreneur, avec des flux de capitaux qui sont générés par une activité. Et donc, bah, voilà, il y a une appréhension et une manière d'appréhender l'argent qui est différente. Mais là, je te rejoins complètement hein, sur le fait de que ce soit gagner de l'argent avec le trading ou que ce soit parce que tu montes une entreprise et que tu peux manipuler, on va dire, les flux financiers un peu pour réinvestir, pour voilà, plusieurs choses. Un cadre ou un mec qui travaille à l'usine, le point de vue sur ces flux-là est complètement différent, quoi. Comme on disait la dernière fois, tu mets ton argent chez un courtier et tu travailles à l'usine, tu gagnes 2 000 € par mois et tu perds 5 000 € sur un trade. J'imagine que le côté émotionnel est pas impacté pareil, quoi. Tout à fait. Et ça, c'est dramatique. Et en plus, c'est pas l'apanage que du trading, bien loin de là. Au contraire, c'est même ce type de profil-là que tu décris, c'est plutôt les proies donc des sociétés de paris sportifs ou de poker en ligne et de jeux de tout type. Et certains développent une vraie addiction. L'avantage du trading, alors si on est chez les mauvais intermédiaires et qu'on a une mauvaise approche, on peut tomber dans ce type d'addiction. On appelle ça des fois l'overtrading, etc. Euh, Bah, il faut bien sûr en sortir. Il faut surtout pas rester dans ce cercle vicieux. Il n'y a rien de bon à en tirer. Il faut être franc vis-à-vis de soi-même et se retirer de ça. Ça sert à rien de se prendre la tête avec des concepts plus poussés ou se dire qu'il y a une martingale ou une méthode miracle. Si on est dans une logique d'addiction et de gambling, euh, vraiment la meilleure chose que j'ai à dire, c'est arrête tout, retire ton argent, prends du recul. Et l'avantage au moins, c'est que ça t'a sensibilisé à un sujet qui a un vrai potentiel de développement social. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu deviens addict aux jeux d'argent en ligne comme les paris sportifs, ça va pas t'apporter grand-chose intellectuellement, hormis peut-être une certaine compréhension des cotes et des probabilités, une certaine vision des différents intermédiaires, etc. Pareil pour le poker en ligne, bon, tu vas sûrement progresser en termes de calcul de probabilité, des choses comme ça. L'avantage au moins du trading, c'est un peu ce que je voulais dire quand je disais certains n'y entrent pas par la bonne porte, mais développent des choses intéressantes, c'est qu'au moins tu touches à des sujets qui vont être utiles et formateurs à tout point de vue dans ta vie, puisque d'une part, on est tous concernés, puisque à partir du moment où tu as de l'argent, ben, en fait, tu dois comprendre des concepts clés qui ont attrait à la finance de marché, tout ce qui est relatif au taux d'intérêt, voilà, au coût, calcul de coût d'opportunité, le taux sans risque. Euh, voilà, à partir du moment où tu montes une assurance vie, bah, du coup, tu as de l'obligataire et des actions. Donc voilà, même si tu y es venu, euh, on n'est pas tous des génies, on ne fait pas structurellement tous partie de l'élite. Donc on est, pour la grande majorité d'entre nous, des Français de classe moyenne et de classe populaire. Eh bien, au moins si tu rentres dans l'univers de la finance de marché, fais-en quelque chose de bien. Même si tu es entré par une mauvaise porte, voilà. Ouvre-toi l'esprit, renseigne-toi, entoure-toi des bonnes personnes, lis les bons livres et regarde les bonnes vidéos. Et ça va te servir en tant que citoyen, en tant que voilà, gestion d'épargne à très long terme. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'ai eu cette séquence où j'étais très agressif et je faisais du trading purement directionnel. Donc ça, c'était jusqu'à mes 26 ans à peu près. Ensuite, de mes 26 jusqu'à mes 32, même pas, on va dire de mes 26 jusqu'à mes 30 ans, j'ai eu une approche plus tournée vers les produits centralisés, donc monter des stratégies avec à la fois des futurs et des options. Et donc là, c'était on- disons que mes performances se sont rapprochées, se sont normalisées en fait. Elles sont venues vers quelques dizaines de pourcents à l'année comme objectif. On va dire entre 30 et 60% à l'année, ce qui est déjà énorme, mais ce qui est possible d'atteindre de manière relativement pérenne. Je dis pas que c'est facile, hein, mais voilà, c'est des choses qu'on peut tenir dans le temps. J'ai pas mal d'exemples qui le montrent, des performances de cet ordre-là. Quand on est un petit
et qu'on fait bien les choses avec les produits dérivés qui sont utilisés à bon escient. Voilà, c'est le type de rendement, à mon sens, et d'après mes expériences, qu'on peut atteindre. Voilà, 30, 40% à l'année, ce qui est déjà énorme, mais du coup, on est loin des folies des premières années avec des leviers complètement démesurés. Pour tendre vers ce type de performance, qui sont déjà très bien, on peut le faire avec des leviers compris entre 1 et 5. Et puis avec les bons outils aussi, parce que le rapport à l'effet de levier, de toute façon, n'est pas du tout le même si on utilise des produits purement directionnels que des options. Alors aujourd'hui, il y a encore des nouveaux outils comme les prop firmes que je connais peu, mais voilà, qui permettent de faire certaines choses, pourquoi pas. Mais on parle quand même là à propos des prop firmes, de projets et de produits innovants avec des boîtes qui ont tout approuvé. Quand on est sur les futurs et les options, on parle de marchés centralisés, organisés par des bourses, des exchanges qui sont là depuis, pour certains, plusieurs siècles. Quand on regarde du côté de Chicago, du CME, etc., bon, on va dire un siècle, mais voilà, vraiment très, très. Il y a toute une culture et un habitus, des normes. euh, voilà, quand tu prends une position sur futur avec un acteur majeur, par exemple comme Interactive Brokers, t'as pas de doute sur la finalité de ce que tu vas faire. Voilà, c'est pour cadrer un peu les choses et préciser. Et tout ça pour dire que j'étais dans des phases différentes. Là, en ce moment, je suis dans une phase passive. Ça fait 1 an et demi, après avoir été dans une phase assez agressive, avec notamment les options à 0 DTE à court terme, donc à échéance fin de journée ou fin de semaine, mais avec beaucoup de gamma. Et donc là, on pouvait prendre beaucoup de leviers. Et voilà. Là, depuis 1 an et demi et les taux élevés, j'ai mis une grande partie de mon épargne. J'ai essayé de tout optimiser du côté des taux. Et donc, une bonne partie est en dollars, donc un peu de couverture de change avec des options, mais vraiment une approche très passive et tournée vers le taux sans risque, qui est en ce moment à 4,27%, je crois, aux États-Unis, qui est allé jusqu'à presque 5 ces derniers mois. Et avec un peu d'optimisation et tout, on peut tendre vers 6-7% à l'année. Bon, on a une inflation en face, mais du coup, c'est déjà très bien. Donc là, en ce moment, je suis dans une phase plutôt passive, plutôt concentrée du coup sur le côté vidéo bourse et entrepreneurial, ce qui est très bien, ce qui permet de lancer d'autres projets, mais du coup, je suis pas dans une phase active. Ce qui ne veut pas dire que je suis sorti du trading, hein, c'est toujours du trading. On est Pour moi, on doit toujours s'ouvrir l'esprit et se libérer et non pas se centrer sur une approche spécifique de la finance de marché ou du trading. Est-ce que tu as côtoyé des gestionnaires de gros portefeuilles ou des pontes en banque ou des hedge funds, etc., où tu es vraiment resté sur le trader, qu'il soit professionnel ou particulier, les formateurs, les courtiers, etc., ou est-ce que tu as eu quand même accès à des gens quand même haut placés dans cette sphère financière? Oui, bien sûr, je connais des personnes qui travaillent dans l'industrie de la gestion d'actifs au sens large, donc chez les très grosses boîtes, les très gros asset managers qui pèsent plusieurs milliards. Et à ce moment-là, ben, c'est un groupe de personnes, hein. C'est des sociétés qui emploient des milliers de personnes à travers le monde, pour certaines des dizaines de milliers de personnes, pour certaines plus rares, des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Donc là, on a toute une hiérarchie et une spécialisation des métiers. Et d'ailleurs, ce pas toujours les métiers les plus passionnants. Alors, en salle de marché, vraiment de ces grosses institutions bancaires ou de ces gros asset managers, on a quand même des postes assez élitistes où il y a une grande part de variables pour les différents métiers qui sont présents en salle de marché. Mais on est loin quand même des problématiques et, euh, et de ce que doit faire un trader particulier. Et d'autre part, il y a les boîtes de taille intermédiaire, c'est-à-dire les gens qui travaillent qui de base peut-être sont des traders particuliers ou des passionnés de finance de marché, et puis qui tentent l'aventure, mais de manière bien cadrée, et qui montent des sociétés de gestion ou assimilées de quelques millions à quelques dizaines de millions d'euros. Le but en fait de ma question, c'était vraiment tu sais, il y a le particulier, surtout ceux qui démarrent dans le trading, ils peuvent, je dis bien ils peuvent, avoir une vision biaisée de ce que sont les intervenants sur le marché. Les intervenants, quand je dis intervenants, c'est les gros portefeuilles. C'est comprendre quelle est leur vision du marché à eux par rapport, comme toi tu as eu la chance d'interviewer les deux parties, par rapport à un trader plutôt particulier ou retail. En fait, quelle est vraiment si tu devais synthétiser en quelques mots, la grosse différence entre ces deux parties? L'objectif n'est pas le même. Un trader particulier va servir son intérêt propre et doit jouer plusieurs rôles pour y parvenir. Dans les institutions, plus elles sont grosses, plus on a de la division et de la spécialisation. Il y a une logique d'entreprise. Donc je pense qu'il faut quand même se former à la finance d'entreprise pour bien comprendre ça, parce que faire le switch direct d'employé, donc qui a
sa vision du monde du travail, etc., à celle de trader pour compte propre, je pense qu'il manque un pan de compréhension important qui est celui de la finance d'entreprise pour comprendre quelles sont les logiques comptables et quels sont les objectifs d'une entreprise par rapport à celle d'un particulier. Une entreprise, du coup, bah, va essayer de gonfler ses bénéfices ou en tout cas de faire augmenter son chiffre d'affaires, de conquérir des parts de marché. Les différents acteurs de l'entreprise vont se positionner de manière hiérarchique. Il y a les actionnaires qui jouent un certain rôle. Je ne suis pas un spécialiste de la finance de marché, mais voilà, du coup, bah, tout ça crée un certain rythme. Aujourd'hui, dans les grandes banques, principalement en Europe, je vais parler parce que je connais moins de gens qui sont dans des banques internationales, mais même c'est une tendance qui était dans tout le monde occidental. Il y a de moins en moins de spéculation. Il y a de plus en plus de ventes de produits. On est en bourse dans un monde qui est vraiment cyclique. Donc l'enjeu, c'est de pressentir la prochaine grosse tendance de marché pour y entrer tôt et pouvoir mettre en place des mécanismes qui sont plus difficiles à mettre sur des marchés déjà très liquides et très matures. Par exemple, dernièrement, on a eu les crypto-monnaies qui ont de nouveau passé un cap après avoir eu les futurs lancés sur le CME et le CBOE, les options. Maintenant, il y a les ETF indexés directement sur le Bitcoin spot. Eh bien, voilà, tout ça, c'est une manière pour les très grosses institutions de faire de l'argent. Les ETF, ça a été une grosse évolution structurelle de ma génération, d'ailleurs, pour ceux qui sont en salle de marché, etc. Cette logique plus passive de la finance de marché est beaucoup moins active. Donc, moi, des échos et des discussions que je peux avoir avec les gens qui sont en salle de marché, qui vont y être parce qu'ils sont en train de finir leurs études ou qui en sortent, c'est ça que j'ai senti. Donc, euh, on a une manière de faire qui n'est pas agressive ou active, mais au contraire qui est plus en prévision de bien monter et de bien vendre les concepts. Et après, il y a plein de métiers différents en finance de marché. N'hésitez pas à me corriger, hein, parce que je ne suis pas omniscient, je parle avec mes connaissances, etc. Mais sur les futurs, les échos que j'ai des gens qui sont à Chicago, c'est une vraie propension à tendre vers le trading algorithmique, donc trading haute fréquence ou simplement, voilà, en tout cas, on parle de 70, 80, voire 90% des ordres exécutés par des algos aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire de toute façon, puisque même quand on utilise des plateformes discrétionnaires, moi je suis un utilisateur de ProRealTime, aujourd'hui j'ai des tas de possibilités pour optimiser mon passage d'ordre. Euh, donc, les enjeux, en tout cas, de ceux qui organisent le marché des futurs, donc les places, les exchanges comme le CME, bah, bien sûr, c'est déjà d'avoir le maximum de volume. Le CME, par exemple, c'est une action, c'est une entreprise dont l'action est cotée en bourse, donc on a une grande traçabilité, une visibilité de leurs publications, de leurs chiffres d'affaires, de leurs bénéfices, de comment ils font les bénéfices, etc. Donc là-dessus, c'est un marché qui est bien organisé et on comprend quel est l'objectif du CME, qui est une Chicago Mercantile Exchange, une institution euh, qui est une part des États-Unis, hein, de l'histoire américaine. Donc c'est un marché qui est très bien organisé. Le régulateur américain est respecté pour savoir taper du poing sur la table quand il le faut, donc à la fois être ouvert à l'innovation. Et puis pour ceux qui font n'importe quoi, bah, voilà. L'exemple de Sam Bankman-Fried le montre bien, mais même plusieurs exemples de grandes personnalités américaines. Euh, voilà, États-Unis, pays de la liberté, bien sûr, pays de l'innovation, pays très agressif d'un point de vue capitalistique et relance. À chaque fois qu'il y a des crises, par exemple 2008, ça vient des États-Unis, mais c'est les premiers à s'en relever parce qu'ils sont directement tournés vers le crédit et le retour à la confiance. Mais par contre, une grande sévérité envers les tricheurs, envers les fraudeurs, envers les gens qui ne jouent pas avec les règles. Euh, sur les marchés des futurs, en tout cas, voilà, les objectifs des exchanges, c'est de maximiser le volume et pour les exchanges américains, de bien organiser les choses. Franchement, pour les exchanges européens, le Euronext, le Rex, etc., c'est des très belles boîtes qui organisent bien les choses aussi. Donc, Et pour sortir un petit peu de ça, tu envie de savoir ce que tu penses du DCA pour un retail, la stratégie d'investissement DCA. bah, c'est bien. Savoir ce que tu en Encore ce penses. week-end, j'ai un pote dans une soirée, comme il sait que je fais vidéo bourse. Mes potes ne sont pas spécialement dans le milieu financier. Bien que tout y touche, donc voilà. Lui, en l'occurrence, alors c'est marrant parce qu'il travaille dans un data center de la Société Générale, donc indirectement il y est lié, mais lui, c'est des connaissances purement techniques, Ouais, purement ouais, orientées, informaticien. euh, voilà.
Donc vraiment, connexion entre les serveurs, fluidité de la transmission de données et tout. Donc en finance, il n'est pas plus renseigné que ça, bien qu'il travaille du coup indirectement à la Société Générale. Et bah, lui s'est mis dans une approche DCA. Il a un bon salaire et tous les mois, il met, je crois que c'est 500 ou 600 euros sur 4 ETF. Mhm. Et bah, il m'expliquait, alors lui, je ne savais pas qu'il avait une connaissance financière. Alors, bien sûr, il ne se représente pas tout correctement, puisque, encore une fois, il ne s'était pas du tout intéressé à ces problématiques avant, il y a un an, on va dire. Mais bah, c'est une approche qui est populaire, qui est popularisée sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Certains acteurs en ont fait leur fer de lance, je pense à Trade Republic. Et de toute façon, c'est un peu l'apogée des ETF. Et pour moi, c'est une très bonne chose. La méthode DCA, si on ne veut pas se prendre la tête, qu'on a un métier à côté et qu'on veut quand même prendre les bonnes décisions tout en s'exposant au marché financier et au potentiel de la bourse, c'est super. Franchement, c'est pas prise de tête, c'est cohérent. Après, je dirais, c'est pas suffisant pour quelqu'un qui veut vraiment comprendre ce qui se passe, mais c'est très bien pour avoir une approche passive. Et tu m'avais dit que sur toutes les personnes que tu avais rencontrées au cours de ta carrière, tu comptais les traders qui avaient vraiment surperformé, qui avaient atteint plusieurs millions d'euros de gains, etc., se compter sur les doigts d'une main. Et est-ce que déjà tu as pu vraiment échanger avec eux? Ou alors vraiment tu les connais juste comme ça? Et en fait la question c'est de savoir s'ils t'ont quand même donné des tips ou quelle mentalité ils avaient ou quelle approche ils avaient par rapport au trading ou à l'entrepreneuriat, etc., qui pourrait être différente de celle d'un trader lambda. Alors oui, j'en ai rencontré. Déjà, ça dépend d'où tu viens. Si tu viens d'un milieu où les problématiques de finance sont quelque chose d'habituel, tu vas avoir des repères qui t'ont été construits tout au long de ton enfance, puis de ta formation en tant que jeune. Donc, ben, en fait, naturellement, tu vas tendre vers les bons cursus scolaires. Tu vas faire une prépa, tu vas rejoindre les meilleures écoles, que ce soit école d'ingénieur, école de commerce. Et bah, du coup, après, tu vas te faire une place en salle de marché. Et bah, tu vas vivre passionnément l'aventure finance de marché, sans doute, avec les hauts et les bas, mais voilà, dans un bon cadre, avec les bonnes personnes. Si on parle de gens qui ont moins leurs entrées, il va falloir travailler dur. Alors, idéalement, quand même, avoir fait une école ou une formation universitaire ou académique correcte pour avoir le cerveau et l'esprit correctement formés d'un point de vue mathématique, statistique, probabilité. Avoir un esprit d'entreprise. Voilà, quand on est trader, on est un entrepreneur et donc on ne pourra pas se passer de ces problématiques pour avancer dans le temps long, en tout cas. Parfois, je discute avec des traders plus ou moins avancés, plus ou moins débutants, mais qui sont uniquement dans un mindset de particulier, peut-être parce que eux, ils n'ont connu que le salariat, mais pour moi, c'est illusoire de penser que dans le temps long, on va juste avoir à gérer ces trades. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Et donc, du coup, bah, le plus tôt possible, je dirais, s'ouvrir à ce qui touche à la finance de marché. Mais certains se projettent dans une aventure future en raisonnant encore, par exemple, d'un point de vue fiscal en tant que particulier. Mais juste, si tu réussis dans cet environnement scalable qui est le trading d'actifs liquides, et pourquoi pas de produits dérivés à effet de levier, etc., eh ben, en fait, tu vas pas être un particulier indéfiniment. Tu vas pas le faire. Ça n'a aucune cohérence, aucun sens d'un point de vue fiscal, d'un point de vue tout ce que tu veux. Donc, de toute façon, voilà. Ce que je veux dire pour répondre à ta question, c'est qu'il faut se spécialiser, il faut trouver une méthode qui marche, une méthode qui marche dans la durée, trouver des récurrences de marché, et faire tout ce travail de recherche, d'analyse, de compréhension des différents produits qui existent pour exprimer au mieux une vue de marché. Mais en tout cas, dans tous les traders ou investisseurs ou entrepreneurs du secteur de la finance de marché qui ont réussi et qui ont bâti des, des fortunes, on va dire, ou des patrimoines très sympas, ou en tout cas des aventures entrepreneuriales à succès, eh bien, c'est une vision qui est plus large que uniquement se concentrer sur la stratégie. La stratégie, c'est une chose, l'appliquer correctement, bien sûr, c'est le cœur de tout ce qu'on fait.
Et à un moment donné, il faut aussi savoir prendre le recul et se projeter pour mener à bien sa barque. Et être réaliste face à soi-même, ses qualités, ses défauts, pour tendre vers son objectif. Tendre vers son objectif et non pas forcément l'atteindre. Il faut pas, faut être réaliste face à soi-même. Si on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est pas pour ça que c'est nul. euh, et malheureusement, en fait, si on s'enferme dans un espèce de cercle vicieux, euh, eh ben, on peut dégrader en fait ses compétences et ses savoir-faire, alors qu'à l'inverse, ceux qui ont réussi ont tous su magnifier et organiser et mettre en avant leur savoir-faire de manière optimale. Je vais être un peu plus concret parce qu'il y a des profils différents. Donc, je vais te citer par exemple quelqu'un qui fait que du trading et que je connais, qui est passé donc de vraiment un particulier issu, on va dire, de classe moyenne française, qui a fait des études très correctes, qui a ensuite un petit peu travaillé en tant qu'employé, déjà dans le secteur de la finance de marché, et qui ensuite a pris son indépendance et a créé une fortune de plusieurs millions d'euros. Du coup, lui, de base, c'est quand même un passionné de statistiques et de mathématiques. C'est quelqu'un qui traite les futurs, principalement. Et il s'est équipé donc avec des flux de données qui coûtent assez cher, le top des plateformes, donc Trading Technology. euh, et, euh, et voilà, il a son type de trading aux open et il le fait de manière récurrente. Et ça fait des années que ça dure. Son trading évolue. Et c'est une approche en gros de market making où il cible surtout les périodes creuses de la journée. Donc, c'est-à-dire creuses entre guillemets, mais creuses pour là où il y a moins de market makers en fait, puisque les market makers sont obligés de fournir la liquidité au marché contractuellement et ils sont même payés pour ça. Mais à certains moments de la journée, ils préfèrent se retirer, donc notamment aux open, notamment aux news. Et donc, il y a des choses à creuser en tant que particulier, même si on est des gros particuliers à quelques millions, on peut quand même rentrer et sortir assez facilement durant ces périodes et donc faire du market making. Voilà. Donc, ça, c'est un type de profil qui existe, que je connais et qui a fait ça uniquement en trading. Après, d'autres types de personnes que je connais, ça va être des gens qui trade et à côté ont une activité relative au trading à succès. Donc, ça peut être un média. Alors, pour ma part, moi, je ne considère pas être forcément un bon trader. D'autres personnes vont faire des sociétés de formation. Là, je vais citer précisément, par exemple, Tarek El-Mari de Crescendo, que tu as reçu sur ta chaîne. Et on va faire prochainement la première session dans le cadre de La Structure, qui est le gros projet sur lequel je travaille avec Vidéo Bourse en 2024 avec Tarek. Et du coup, Tarek, lui, c'est un bon exemple. C'est un très bon trader. D'ailleurs, il a été formé à la même école, dans la même entreprise, dans la même salle de marché que la première personne dont je vous ai parlé. C'est quelqu'un qui est très bon en trading. Il l'a prouvé par sa participation à de nombreux événements divers à travers l'Europe. On était souvent ensemble à l'époque, justement, dans ces événements. Il a une méthodologie et une approche du trading de futur qui fonctionne, qui donne de très bons résultats et qui ensuite évolue au fil du temps, au fil des innovations. Le marché est toujours dynamique. Et il en a fait d'abord une trading arcade, c'était un peu ça le projet à l'époque, mais une trading arcade présentielle qui est a priori maintenant beaucoup tournée vers la formation et l'accompagnement. Euh, je pense qu'il y a encore quand même peut-être des personnes qui louent des desks, et donc il y a plus cette logique de trading sur place. Mais voilà, par exemple, Tarek, c'est quelqu'un qui est très bon trader et qui, au-delà de ça, a développé toute une activité, donc formation, location de bureau et gestion de son image euh, pour réussir. Donc ça, c'est un parcours à succès à partir du trading. Un troisième, ça va être quelqu'un qui a monté un fonds. Donc monter vraiment un fonds en Europe, c'est quelque chose où il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Alors, on aurait pu penser qu'avec le copy trading, ces barrières auraient eu tendance à sauter. C'est en partie vrai quand on voit des initiatives comme DarwinX qui arrivent vraiment à faire monter le copy trading quasiment au niveau de ce qu'on va avoir en gestion plus traditionnelle, voire même par certains égards à un meilleur niveau, parce que si on prend les fonds classiques qui sont classés sur Morningstar, il y a des choses intéressantes, bien sûr, mais il y a des choses dont on pourrait rediscuter parce qu'il y a beaucoup d'aspects commerciaux et ventes dans les fonds vraiment traditionnels. Voilà, il faut voir que les fonds traditionnels, il y a énormément de barrières à l'entrée. Pour le meilleur, mais pas toujours. Pour le meilleur, je dis parce qu'au moins ça filtre et ça fait qu'il n'y a pas tous les quatre matins de scandale.
c'est un secteur de l'investissement long terme. Euh, L'asset management et les boîtes de gestion, principalement à Paris, celles que je connais en tout cas, parce que j'étais dans un réseau intéressant qui s'appelle The New Financial Circle, et où je voyais les discussions et les échanges qui étaient faits, mais on n'est pas vraiment dans la finance de marché et l'investissement actif. Il n'y a pas des décisions qui sont prises tous les 4 matins, c'est plutôt de l'investissement long terme. C'est intéressant, mais du coup, on n'est pas vraiment en finance de marché active. Donc voilà, en tout cas, monter un fonds en France, vraiment un fonds, c'est énormément de coûts, de structures. Du coup, ça ferme la porte. Et donc, pour des gens sérieux de taille intermédiaire qui veulent se lancer, eh bien, c'est pas évident. Alors, si on arrive à montrer patte blanche et on a un projet particulièrement bon, ce qui fait qu'on s'ouvre les portes, ça, c'est possible. Mais c'est pas évident, surtout si on vient pas du bon milieu et qu'on n'a pas fait les bonnes écoles, etc. Mais ça peut exister. Bon, c'est très difficile en tout cas. Et donc, la solution intermédiaire. Donc, quand je dis la solution intermédiaire, pour qualifier plus précisément les choses, c'est en gros, si tu as un fonds en dessous de 50 millions d'euros, c'est très compliqué parce que tu vas avoir beaucoup de charges au lancement, etc. Donc, en dessous de 50 millions, moi, tous ceux que j'ai vus qui réussissent à bâtir des choses très sympas à quelques dizaines de millions d'euros, en dessous de 50 millions, c'est difficile. Et du coup, il faut trouver des solutions. Alors, du coup, c'est pour ça que je te disais, copy trading, pourquoi pas, mais on peine à faire venir beaucoup de capitaux. Mais je salue l'initiative remarquable de DarwinX qui arrive maintenant à avoir des comptes. Je ne sais pas s'ils ont franchi la barre des 10 millions sur certains, mais voilà. Moi, j'ai vu se créer, hein, et j'ai un très bon copain, Nicolas, qui travaille chez DarwinX depuis de nombreuses années. Et Nicolas Faucheur, je lui passe le bonjour. Et du coup, eh bien, ça, c'est un vrai succès et on peut faire quelque chose de sérieux dans la durée, à moindre frais, même quasiment gratuitement. On ne peut pas tout faire non plus, mais on peut y faire des choses intéressantes. Il y a beaucoup de choses qui sont pas sérieuses d'autre part en copy trading. Donc, le copy trading n'a pas été la révolution qu'elle aurait pu être, qui aurait pu être, voilà, comme ça, un tremplin pour ceux qui sont bons en trading, qui va attirer des capitaux. Mais tu sais, ça c'est pareil avec toutes les innovations, hein. C'est-à-dire que dans toutes les innovations qui vont être lancées, tu auras, et chez les propres firmes on le voit, c'est-à-dire que tu vas avoir sur un camembert, tu vas avoir 30% de boîtes de qualité, et puis le reste, ça va être des boîtes éphémères qui vont venir, qui vont partir parce que il y a des scandales derrière. Je pense Ouais, que, ouais, je ouais, pense que ouais. le copy trading, enfin, voilà, ça a été à peu près la même chose, hein. Moi, de tout ce que j'ai entendu du copy trading, moi, à titre personnel, c'était quelque chose de négatif, hein. Alors, pas pour le broker, bien sûr, mais pour les épargnants, c'était pas, voilà, c'était pas ça, quoi. Mais après, j'ai une vision pas très élargie sur le sujet, parce que j'ai pas, j'ai vu des gens se faire avoir, mais j'ai pas insisté en fait à comprendre comment ça fonctionnait. Mais je pense que dans toutes les innovations, il y a une part il y a un côté sombre, quoi. Copy trading, tu vois, malgré que l'ensemble a été décevant, beaucoup de solutions bidons, de mauvaises choses, eh bien, la sélection naturelle s'est quand même faite, puisque là, par exemple, si je regarde sur DarwinX, je vois que aujourd'hui, THA, qui est vraiment le Darwin historique, a de très bonnes performances telles que celles que je t'ai citées, et il regroupe maintenant 1565 investisseurs pour 33 millions d'encours sous gestion, 33 millions de dollars. Donc, c'est très beau. Et eux, tu vois, peut-être c'est même sûr, en fait, ils sont en train de réussir ce rêve. Donc eux, je les connais pas, c'est des Allemands, je les connais que de loin, mais ils sont en train de réussir ce rêve de beaucoup, à savoir, de par la scalabilité de notre environnement, partir d'un savoir-faire et par la récurrence et la stabilité, la fiabilité de ses performances, attirer de plus en plus de capitaux. Et là, 33 millions de dollars, ça devient très conséquent. On peut développer des activités hyper intéressantes, hyper rentables et voilà, le modèle, de toute façon, classique, quand on fait de l'asset management ou de la fourniture de signaux, etc., théoriquement, c'est 2% de l'encours sous gestion à l'année et 20% de la performance réalisée. C'est un standard assez classique voilà, que j'ai toujours entendu dans les différentes solutions qui existent. Voilà, mais pour citer quelqu'un d'autre, pour revenir à ce que je décrivais, là, je vais parler de Mathieu Burbeau de Satellis. Donc lui, c'est un trader particulier français qui vient de Lyon, qui s'est spécialisé sur le Forex, qui travaillait notamment en tant que chroniqueur chez Zone Bourse et qui est très bon sur le Forex, qui s'est donc distingué en gagnant notamment un concours à l'époque. Et il a eu beaucoup de demandes de gestion. Et il est monté jusqu'à 12 millions de mémoire d'encours sous gestion. Et il a fait les choses bien, puisqu'il a obtenu un statut en Angleterre
pour gérer les fonds avec un code ISIN qui lui permettait de toucher également les institutionnels. Parce que voilà, le monde institutionnel veut des normes, veut certaines choses. Donc voilà, et Mathieu, c'est un peu pour moi le modèle de celui qui se bat pour faire une activité de gestion dans les clous, mais sans avoir la force d'une grosse structure. Eh bien, ce type de profil existe. Alors, bien sûr, en plus, il faut de la régularité et de la performance dans la durée, ce que Mathieu arrive à faire avec Satellis maintenant depuis 12 ou 13 ans. Et eh ben, il doit à chaque fois trouver les bonnes solutions pour toucher les plus gros acteurs. Et c'est un vrai combat. Et pour boucler la boucle, j'ai donné trois profils différents de personnes qui ont réussi à réaliser, on va dire, le rêve de succès de beaucoup de traders particuliers. Et, ben, en tout cas, ce n'est pas quelque chose de simple. Et c'est souvent, ça oblige souvent à considérer des problématiques qui sont plus larges que uniquement être bon, ce qui est déjà très difficile d'être bon et régulier. Et en plus, bah voilà, il faut. Voilà. Mais en tout cas, ça paye quand même, hein. Toute personne qui est bonne et régulière arrive à trouver des solutions, intéresse du monde. C'est ça, et en fait, activité de trader, donc bon déjà c'est une première étape dans la vie d'un trader d'arriver à ne serait-ce que d'être régulier sur plusieurs années, etc., de se monter un capital. Mais c'est vrai que si tu veux vraiment évoluer dans ce métier, il faut avoir d'autres qualités, hein, la création d'un réseau, la, voilà, la capacité à t'entretenir avec des personnes. Enfin, j'imagine que ça se fait pas tout seul, quoi. Tu es obligé d'avoir une relation humaine, d'être ouvert d'esprit, etc., pour pouvoir soit séduire des personnes pour qu'elles te fassent confiance et te fournissent du capital, ou peut-être pour dealer avec des brokers des tarifs de courtage intéressants par rapport au volume que tu trades. Un relationnel à travailler aussi, de plus que sa qualité de trader, quoi. Enfin, j'imagine en tout cas. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Et est-ce que dans ton parcours, tu as rencontré des gestionnaires de fonds ou des traders qui tradent uniquement en algorithmique? Alors oui, un qui est basé à Chicago, donc c'est du trading algorithmique à 100%. Mais je n'ai pas beaucoup de détails en fait sur ce qu'il fait. Les algos sont alors en fait, à partir du moment où on prend, des grosses tailles de position sur, les futurs, bah, on va pas tout rentrer en une fois et donc bah, on va, utiliser des algos pour optimiser son exécution et tendre vers, alors un des plus classiques, c'est le VWAP, voilà, donc voilà, c'est ça les problématiques des gros et voilà, c'est ça que je vois qu'il faisait. Mais pour bien comprendre, ce que font les gros, il faut bien comprendre leurs objectifs et par exemple, certains, ça va être juste, de faire le marché quoi, d'être market maker parce qu'ils sont payés pour ça. Ils ont une licence particulière auprès du CME et donc leur but, c'est d'être le plus possible sur le marché à proposer des ordres d'achat et des ordres de vente, mais tout en gérant leurs risques. Eux, ce qu'ils veulent, voilà, c'est ça, c'est leur business model. Donc en fait, souvent, ce que j'observe, au fil du temps, comme on est dans un environnement cyclique, c'est que plus on va tendre vers des marchés matures, liquides, plus il va y avoir de concurrence. Donc ça va être difficile de, en tout cas, appliquer des choses simples. Alors que quand il y a des nouveaux marchés qui se créent, mais là, on pourrait même aller plus large que le trading, hein, on pourrait pas tout considérer comme un marché, en fait, on peut se positionner facilement sur ce nouveau marché. Tout est à faire et voilà. Donc sur les marchés les plus matures, les plus liquides, si on prend l'extrême du S&P 500 et du contrat futur l'ES ou de l'ETF SPY relatif, où on a une liquidité très abondante, beaucoup de market makers, etc. Il va falloir jouer avec ça, quoi. On ne pourra pas appliquer les mêmes types de stratégies que sur des marchés qui, pour des raisons diverses, sont beaucoup moins liquide et avec beaucoup moins d'acteurs. Ça peut être bien d'avoir toute cette liquidité selon ce qu'on vient y faire, et puis d'autres vont plutôt préférer des marchés moins matures, justement pour pouvoir plus tranquillement faire le marché ou appliquer des choses de manière plus lente. Est-ce que le fait d'un bien-être psychologique, psychique, a une importance, on va dire, première, qui passerait même avant la technique, pour performer dans le temps?
Ou est-ce que selon toi, on est vraiment, ça c'est une illusion et tout se joue sur la technique, même si la technique peut aider à ce que son cerveau ne rentre pas dans des phases de tilt, etc. Est-ce qu'il y a vraiment, par rapport au genre d'expérience que tu as rencontré, des personnes qui ont abordé ce sujet? Bah, franchement, moi, je pense que ça doit être un sujet qui doit être réglé le plus vite et le plus tôt possible. Idéalement, en fait, c'est c'est pas normal, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal fait si on est en proie à ses émotions de manière extravagante ou trop poussée, parce que le marché est ce qu'il est. Pour moi, si on le comprend bien, le travail de l'investisseur ou du trader, ça doit être de comprendre sur le bout des doigts le mécanisme et les différents acteurs à l'œuvre sur le marché dans lequel on intervient. Mais ensuite, la théorie veut qu'un actif à un instant T est parfaitement pricé par le marché. Et s'il y a des anomalies, surtout si on est sur des actifs liquides et matures, eh bien, il y a des acteurs plus forts et plus gros que des particuliers pour exploiter les failles. Alors, des fois, il peut y avoir des moments, pour des raisons bien précises que je comprends en tant qu'investisseur, par exemple quand les market makers se retirent, pour donner un exemple concret, où je peux jouer un jeu particulier et qui fait sens. Mais si d'un seul coup le marché décale, je ne dois pas être impacté par ça, ça ne dépend pas de moi. Donc, je dois théoriquement pas avoir vraiment de fierté à gagner et ni de honte à perdre. En fait, l'actif, il fait sa vie et moi, je joue un jeu. Et le problème, quand on rentre dans le côté émotionnel et tout, c'est que souvent, en fait, les mecs, ils font du gambling et ils sont dans une logique gambling. Et donc, du coup, bah, tu es rewardé parce que tu as eu raison et tu te sens fort. Et pour moi, tu n'es pas dans la bonne logique de l'investissement et du trading. Et à ce moment-là, il faut mieux prendre du recul. Quand les émotions entrent en jeu, à mon avis, c'est que tu as mal structuré mentalement ce que tu es en train de faire et que tu n'es pas sur la bonne route. Il faut mieux prendre du recul et du coup lire les bons livres et étudier et discuter avec des personnes pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Et si on vient chercher du gambling et de l'adrénaline, c'est qu'on n'est pas sur la bonne piste et que ça va probablement mal se finir. Donc franchement, moi, ce serait ça ma réponse. Si t'es pas impacté émotionnellement, si tu sais que l'actif, tu as bien pricé sa volatilité, les probabilités d'évolution, à la limite, si tu as un hedge qui est bâti parce que tu investis dans un secteur d'activité dans lequel tu comprends particulièrement ce qui se passe ou dans lequel tu as été employé ou tu es actuellement employé, je sais pas, par exemple, le secteur automobile, le secteur des équipementiers automobiles, qui est un secteur très cyclique, et que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport au carnet de commandes et tout, et que tu essayes d'exploiter ça au travers d'une stratégie, ouais, et si au final tu as tort, bah, tu seras un peu dégoûté parce que tu te diras, bah, en fait, j'ai mal. Voilà, mais ça doit pas aller beaucoup plus loin que ça. Si le gars, il fait du trading à court terme, de manière stressée, et il veut absolument finir sa journée chaque soir dans le vert, coûte que coûte, alors que ça n'a aucune raison objective de se passer sur le marché, pour moi, il fait pas la bonne chose, il n'est pas dans le bon wagon, il n'est pas dans la bonne direction. C'est pas comme ça que marche. Les marchés, c'est pas comme ça que se price un actif, et c'est pas comme ça qu'on peut avoir bâtir une stratégie intéressante sur le long terme. Par contre, voilà, partir sur des constats comme voilà, le S&P, par exemple, prend en moyenne 9-10% à l'année depuis 100 ans. Ben, je vais m'y exposer, mais il y a des phases où je vais devoir me couvrir parce que j'ai pas envie d'être uniquement passif et que bah, c'est pas forcément marrant de faire du DCA et un beau matin, comme ça arrive une fois tous les 10 ans, de se manger moins 60% ou moins 40% sur son portefeuille. Voilà, là, je suis en train de faire autre chose qui est cohérent et qui est intéressant. Il y a le taux sans risque, en ce moment, il est à 4,27% aux États-Unis. Bon, bah, je vais essayer de le toucher tout en me couvrant mon risque de change et pourquoi pas en plus faire un peu de profit pour tendre vers 6-7%. Moi, c'est ce que je fais actuellement, donc c'est pour ça que je dis ça. Bon, bah, là, il n'y a pas de problème. Si le gars se dit, bah voilà, je vais faire du day trading, je vais faire du scalping, pourquoi pas, pour exploiter, bah, par exemple, ce délire-là d'absence de market maker, et je vais le faire tous les jours, et tant que ça marche, je continue à l'appliquer, et idéalement avec une approche algorithmique, ce qui fait que j'ai pas vraiment de pouvoir de décision, je suis juste dans le constat que ça marche ou non, jour après jour, etc. Ça peut être bien. Si je fais du trading discrétionnaire, bah, pourquoi pas à court terme, mais attention, quoi, à pas partir dans un délire de gambling où tu crois que tu fais, mais en fait non, tu n'as pas d'impact sur,
sur quoi que ce soit. Donc, en fait, optimise tes probabilités de réussite. Et théoriquement, il ne doit pas y avoir la notion d'émotion qui rentre en jeu. C'est pas efficace, à mon avis. D'accord. Et tout à l'heure, tu nous as parlé de livres. Il fallait lire les bons livres. Je vais t'en citer beaucoup. Du coup, je vais ouvrir une page et je vais prendre le temps. Alors, T'as je vais aller dans l'ordre. t'as Je vais préparé commencer ces petites par... notes. Ben non, mais je vais les taper parce que je suis devant mon écran et je vais commencer par des livres très généralistes sur l'économie et après, je vais tendre vers des choses plus spécialisées. Tous sur l'économie ou presque, de Gilles Mito. La bourse pour les nuls, des fameuses éditions pour Ouais, les bon, nuls. tout le monde y est passé, je pense. Bah ouais, bah le lire et le relire, au moins t'as des bases du paysage qui va se présenter devant toi. Alors, options, futurs et autres actifs dérivés de John Hull. Ça, c'est vraiment la base quand tu commences à t'intéresser aux produits dérivés. Volatilité et pricing des options, stratégie et technique de Sheldon Nathanberg. Ah, c'est déjà ciblé, hein. Petit à petit, ouais, là, alors, ouais, c'est vrai que là, du coup, je commence à vraiment rentrer dans les dérivés, mais je vais prendre un peu plus de recul et une version un peu romancée des dérivés, parce que les deux derniers ouvrages sont plus techniques. Et donc, je vais dire la collection de livres de Nassim Nicolas Taleb. Donc, tout ce qu'il a fait, hein, si tu peux. Donc, tu commences par le hasard sauvage et puis tu remontes. Et il y en a qui sont très techniques. Donc, vraiment, Nassim Nicolas Taleb, toute sa collection de livres. Après, comme j'ai dit, il faut prendre, à mon sens, pour être complet, avoir une bonne vision des choses, il faut un vrai volet solide de finance d'entreprise. Donc là, tu vas te taper le pavé du Vernimen. Donc, le Vernimen, donc finance d'entreprise, simplement. C'est un livre qui est plus de 1000 pages. Et voilà. D'accord. Tu nous avais parlé la dernière fois d'un projet que tu étais en train de développer. Et du coup, si tu peux en toucher deux mots, en quoi ça va consister? Quelle est la vraie plus-value que ça pourrait amener aux gens qui s'y intéressent? Alors, cette année, j'ai décidé d'axer le développement de Vidéobourse sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est une vidéo chaque jeudi, donc une vidéo hebdomadaire, avec des invités ou non. Donc ça, c'est un format assez simple. D'autre part, il y a la structure. La structure, c'est le gros projet de Vidéo Bourse pour 2024. En fait, moi, j'ai des bureaux ici depuis 1 an, dans la Grande Arche de la Défense. On est dans un incubateur qui s'appelle Paris Senco et on a accès à des salles de réunion et de formation modulables. L'idée, c'est d'utiliser cet espace central vraiment excellent de manière optimale. Et je pense que depuis 1 an, ça n'était pas vraiment le cas. Je recevais souvent du monde, on se faisait des sessions de travail, de discussion, d'échange. Certaines vidéos étaient faites ici. Mais il y a mieux à faire. Et mieux à faire, à mon avis, c'est la structure. Ça fait 1 mois maintenant que je communique à propos. Et on va avoir la première session qui va se dérouler avec Crescendo. La structure, le plus simplement possible, c'est une formation sur mesure où on aura au maximum 100 participants, dans laquelle les participants votent pour les intervenants qu'ils souhaitent suivre. Idéalement en présentiel, ici à la Défense, dans la Grande Arche, et également ouvert au distanciel, puisque les formations seront diffusées via un lien privé. Moi, mon idée, c'est de ne pas me couper d'une audience et d'une clientèle potentielle mondiale. Voilà, donc je vais tout faire pour retranscrire et partager au mieux ce que nous vivons en présentiel à ceux qui sont à distance. Et l'idée est donc de s'inscrire à un programme sur 1 an avec 12 formations, donc à la journée ou à la demi-journée selon les intervenants, ce qui fait que sur l'année, il y aura entre 36 et 72 heures de formation qui seront dispensées. Le coût est de 1200 euros, mais il est finançable via nos partenaires. Nos partenaires, on en a deux. On a Pro Real Time Trading via l'offre Interactive Brokers et Saxo Bank et IG. Et le tout est cumulable. Donc, en étant client, même si vous êtes client déjà existant chez Pro Real Time Trading, que ce soit via Interactive Broker ou Saxo, vous avez déjà moins 50%. Donc, la formation, le programme ne coûte plus 1200 euros, mais 600 euros. En tant que nouveau client chez IG, c'est un très gros courtier. Ils ont des centaines de milliers de clients à travers le monde et ils ont un barème pour ce qu'on appelle les apporteurs d'affaires, donc pour les partenaires. Et je vous invite à consulter ce barème, même à titre indicatif, parce que vous voyez comment vous êtes pricé par un très gros courtier comme IG. Et donc, vous avez un barème et en fonction des dépôts et des premiers ordres que vous passez, en fait, vous rapportez de l'argent aux partenaires. Eh bien, nous, en fait, cet argent qu'on a en tant que partenaire, on le déduit de votre prix. Donc, pour l'instant, sur les 9 personnes qui se sont inscrites
On n'a pas encore fait la première, mais on en a 2 qui ont payé comptant, donc 1 200 euros, et on en a 7 qui ont choisi le financement tout parti via les partenaires. Et pour donner un ordre d'idée précis, en gros, si vous avez 5 000 euros à investir, la formation ne vous coûte rien directement. Donc voilà, ça c'est pour donner par rapport au prix. Et donc 12 formations à l'année. Là, on a fait un premier vote pour les 3 premiers intervenants. Il y a donc Tarek et Crescendo. On va aller voir le 1er mars. Ensuite, il y a Vincent Bourbigo. Ce sera fin mars. Excellent trader sur Futur, dont j'ai parlé précédemment dans cette interview. Ensuite, on aura Jérôme, The Gamma Trader. Reste à valider puisqu'il est actuellement en poste en salle de marché. Et donc, il doit avoir l'accord de son employeur pour éventuellement y participer. J'espère que ce sera le cas. Mais du coup, je lui ai dit, puisque les gens ont voté pour lui, et donc il va essayer de venir. Donc, si ça se concrétise, ce serait bien. Donc, on aura les 3 premiers intervenants qui seront excellents. Voilà, moi je suis là pour servir au mieux les participants qui font vivre cette aventure, ce programme. Et certains débutent, eh bien, il faut qu'ils se sentent les bienvenus. Il n'y a pas de problème. Vous ne serez certainement pas pris de haut, ça c'est clair. Vous aurez accès à des intervenants qui parfois vont être assez poussés dans leurs explications, mais je pense qu'il ne faut pas se rebuter. Au contraire, si tout n'est pas clair, eh bien, c'est l'occasion de s'inspirer de ce que vous avez vu, de travailler le sujet par des bonnes lectures, par des bonnes discussions. Après, parmi les 9 personnes qui nous ont déjà rejoints, il y en a qui sont déjà en fait très aguerris et donc ils viennent pas vraiment pour le volet formation. Mais au final, ils participeront au même séminaire, mais eux, ils viennent plus dans une logique et dans une idée de, voilà, de session, de rencontre, de discussion. Et D'accord. ça, c'est vrai que peu importe le niveau que l'on a en trading ou en compréhension de finances de marché, on a toujours besoin d'être au contact des autres, d'être au contact de l'intelligence des autres. Il y a toujours des nouveaux concepts qui se créent. Moi, quand j'ai démarré en 2007, les crypto-monnaies n'existaient absolument pas. Aujourd'hui, c'est un pan significatif de la finance de marché. Donc, on peut jamais se permettre d'être en dehors du jeu. Et une manière agréable d'être en dehors du jeu, je l'espère, sera ce projet qui est la structure. Les premières sessions, on les ouvre au one-shot. Donc là, typiquement, celle qu'on va faire avec Tarek le 1er mars, elle est D'accord. ouverte à ceux qui veulent juste payer pour découvrir la journée en elle-même. Et donc là, il y a pas de partenariat, donc c'est pas finançable via les partenariats avec les courtiers. C'est 150 euros, donc au comptant. Donc voilà, ceux qui veulent juste participer à la journée du 1er mars, vous êtes les bienvenus, c'est 150 euros. Si jamais derrière vous voulez souscrire à la structure, c'est déductible, c'est 150 euros du prix global, donc des 1 200 euros de l'ensemble de l'année. Voilà, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Donc ça, c'est vraiment le deuxième pilier. Troisième pilier, c'est un livre qui s'appelle Marché en aparté, qui va sortir donc là, dans les prochains jours, tout est parti à l'éditeur. C'est un recueil de 21 interviews de traders, donc traders et professionnels du secteur de la finance de marché au sens large. Ça va du trader particulier jusqu'à des personnes qui font partie du comité exécutif chez Société Générale. Donc il y a vraiment il y a des gens très jeunes qui n'ont même pas encore commencé leur carrière, qui sont en train de finir leurs études à Dauphine. Il y a des gens qui sont plutôt en fin de carrière et qui ont une super histoire, comme Philippe Béchade. Il y a aussi des légendes un peu comme Thierry Béchu qui avait fondé la FAT. Et à l'époque, début des années 90, c'était l'analyse technique qui était quelque chose de totalement pionnier et novateur. Et voilà, donc vraiment, ça va être un super bouquin. Il va être très bien distribué puisqu'il est publié chez Gualino, qui est un éditeur qui va permettre de proposer le livre à la Fnac, à Leclerc, Furet du Nord et dans beaucoup de librairies. Alors, l'éditeur Gualino a également sa propre librairie à Paris, ce qui fait que ce sera l'occasion de faire des petits événements, des rencontres aussi. Donc, il y aura tout un volet communication et rencontres avec les gens qui voudront euh, au fil de cette période. Quatrième pilier, alors là, c'est un peu un side project, mais qui peut être explosif. C'est un projet avec. Alors, moi, j'ai accompagné Swissborg, qui est une société suisse que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui a un exchange orienté crypto qui compte aujourd'hui 700 000 clients. Et à l'époque, quand ils avaient fait leur ICO, eh bien, voilà, je connaissais bien Anthony qui travaillait chez JFD à l'époque et donc qui avait lancé, cofondé ce projet avec Cyrus, l'actuel PDG de Swissborg. Et donc, on est en excellent terme puisque je les ai accompagnés tout au long de cette belle aventure en tant que média partenaire. Et aujourd'hui, j'ai un projet, ça fait plusieurs années que j'essaie de le lancer. C'est difficile à lancer, mais c'est normal que ce soit difficile. Parce qu'en gros, moi, mon idée, c'est, on a toujours cette statistique qui montre que la majorité des traders particuliers perdent de l'argent. On est entre 70 et 90, mais en vérité, si on regarde dans le pourcent, d'après les statistiques, mais si on regarde dans le temps long, à mon avis, on est plutôt en matière de trading actif, d'investissement actif, dans plus de 90% des traders particuliers qui perdent de l'argent. Et en fait, c'est pas normal. Il y a une anomalie. Et normalement, à partir du moment où il y a un problème,
eh bien, il y a une entreprise, il y a un marché à prendre, une entreprise qui doit résoudre ce problème et gagner de l'argent. Moi, ce que je veux, et c'est très compliqué, en fait, mon activité de média, elle est déjà lancée et il n'y a pas trop de problème à, à la poursuivre et c'est quelque chose de bien. Mais juste, du coup, c'est pas, je suis pas dans l'action. Je peux pas faire autre chose que porter ma parole et interviewer des gens intéressants ou recueillir leurs témoignages dans un livre. Mais du coup, je pense qu'il y a mieux à faire. Et pour moi, ce qui est de mieux à faire, c'est de lancer une offre de courtage euh, où les traders particuliers, donc c'est-à-dire les gens qui sont intéressés par le trading actif et non pas seulement l'investissement passif de long terme, puissent le faire, mais sans possibilité de, de tomber dans les travers habituels qui amènent en fait cette grande majorité des gens à perdre. Et on les connaît au fil du temps, c'est toujours les mêmes problématiques. Tu as parlé de l'aspect émotionnel, du money management, de voilà l'aspect gambling, overtrading. Donc voilà, il y a des erreurs comme ça, des proportions qu'on pourrait théoriquement éliminer, mais qui restent. C'est une industrie, le trading à destination des particuliers, et c'est une industrie qui vit de plusieurs choses, qui vit de la commission. Ça, c'est dans le plus beau des mondes, et on va dire sur les marchés organisés comme sur les futurs, etc. Donc plus on a de volume, plus il y a d'argent. A priori, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Mais dans tout ce qui est OTC, c'est souvent ce qui crée les scandales, produits OTC, et ben, ce qu'on observe, c'est que vu que la majorité des traders particuliers perdent, eh bien, cette liquidité, en fait, on la price et bah, il y a un conflit d'intérêts plus ou moins affirmé qui se met en place où le courtier, directement ou indirectement, gagne de l'argent sur la perte du client. Et aujourd'hui, il y a des concepts novateurs comme les preuves firmes, mais je ne vais pas en parler parce que je connais peu et de toute façon, vous avez Oswald qui vous en parlerait bien mieux que moi. Mais on retrouve de nouveau ces éternels mêmes schémas où eh bien, en fait, l'industrie est designée. Bah voilà, une fois que le rythme est installé, on sait que la majorité des particuliers perdent. Et donc, bah voilà, ça tourne comme ça tourne comme ça. Des modèles sont créés. On propose des offres de plus en plus intéressantes, stables et fiables. Mais malgré tout, ben, les particuliers perdent et c'est comme ça. Et je pense qu'il y a vraiment un gros coup à jouer de bâtir une offre de courtage où structurellement, les gens qui y vont, en gros, ils sont sincères et objectifs et réalistes face à eux-mêmes et ils se disent, voilà, je vais me lancer dans une industrie ou dans une activité où j'ai 90-95% de chances de perdre. Eh bien, je vais le faire en me protégeant. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce que ça peut être ce type de protection? Ça peut être, par exemple, quand tu démarres, tu n'as pas accès au levier. Donc, en fait, pendant une période, ça peut être une période temporelle, donc de plusieurs mois, ou alors en fonction des résultats actuels, de toute façon, tu ne peux pas faire de l'effet de levier. Et au bout de plusieurs mois, bah, tu commences à débloquer du levier. Et au début, bah, par exemple, tu ne peux pas prendre beaucoup de trades. Aux États-Unis, il y a la patente des traders. Ils n'ont pas fait pour le grand plaisir. C'est parce que le régulateur américain protège ses concitoyens et ben, les CFD sont interdits parce qu'il y a eu trop d'excès. Les Américains aussi, c'est des ouf en matière de sales. Donc voilà. Donc il y a pas de produit OTC, tout est centralisé. Donc plus facile à contrôler. L'effet de levier est limité et on ne peut pas prendre plus de 3 trades, je ne sais plus si c'est par jour ou par semaine, la pattern des, la règle américaine, mais tant qu'on n'a pas 25 000 $ sur son compte, voilà. Donc en gros, il y a des mécanismes, bien sûr, qui existent déjà et qui sont mis en place par les régulateurs qui sont là pour ça. Mais je pense qu'une offre de courtage telle que celle-ci, en fait, pourrait être très puissante, surtout dans la durée, puisqu'au bout d'un moment, en fait, tu vas afficher des statistiques qui seront très bonnes. La majorité de tes clients, en fait, seront gagnants. Et donc ça fait une pub qui peut être colossale. Alors j'avais essayé de le faire avec une première entreprise il y a quelques temps, mais ça n'avait pas collé. Du coup, là, je le relance dans un nouveau projet qui, dans un premier temps, sera plutôt orienté crypto. Ce sera plutôt l'univers crypto. Pourquoi? Alors, moi, je suis pas vraiment un spécialiste crypto, mais pour le coup, justement, de par cette collaboration avec Swissborg, j'ai été mis en relation avec des anciens d'UBS qui sont en train de sortir un très gros projet qui s'appelle DATEX, qui est un projet de Perpetual Futures, donc sur les cryptos, et justement qui permettent de développer des solutions assez sur mesure en s'appuyant sur leur savoir-faire technique. Donc là, j'étais à Lausanne la semaine dernière à la rencontre de Caspar, qui est le responsable de DATEX, qui est donc ancien de chez UBS et qui a un très grand savoir-faire technique. Et bah voilà, Swissborg va être dans la boucle plutôt du côté financement. Et donc ça, petit à petit dans l'année, on va voir ce projet sortir. Voilà, je pense qu'il y aura quelque chose d'assez dynamique
dans le délire un peu crypto en matière d'émulation, avec au début peut-être un airdrop qui va permettre aux gens de tester sans risque financier la solution et après voilà, quelque chose qui peut être assez intéressant et en tout cas qui sera très bien structuré. La technique sera assurée par des gens dont c'est le métier, qui sont des experts et qui ont une grande expérience là-dedans, qui l'ont déjà fait à très grande échelle. Et voilà, ça va être un projet très excitant, mais c'est plutôt un side project auquel je participe et non pas central pour Vidéobourse. Voilà. Ok, bah écoute, on arrive sur la fin de cet entretien. Ça a été super intéressant parce que c'est vrai on a rarement l'occasion d'avoir on va dire la vision du trading qui pourrait être un petit peu plus institutionnel ou professionnel. Nous, on est vraiment côté retail, côté particulier qui essaye de sortir son épingle du jeu. Donc ça a été vraiment enrichissant. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder pour clôturer cet entretien? C'est te remercier pour l'occasion que tu m'as donnée de m'exprimer et ça me donne un autre angle, une autre manière de pouvoir parler à une audience bah, déjà nouvelle qui est la tienne, ça c'est très positif. Et puis, bah, moi j'ai souvent beaucoup de choses à dire et comme toi aujourd'hui, bah, je pose quelques questions et j'écoute mon intervenant parler, mais des fois on est content aussi de s'exprimer. Merci Oswald. Ben, je t'en prie, c'était avec un grand plaisir en tout cas. Et c'est vrai que j'ai ressenti aussi cette sensation quand je me suis fait interviewer sur notre précédente vidéo. Et c'est vrai qu'on a un débit de parole qui peut être soutenu. Je l'ai ressenti aussi, moi, quand je parlais, des fois, je me dis, oulala, attends. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on est tellement, on engrange tellement d'informations, on a envie de tellement repartager ces informations, que du coup, ben, voilà, on a un flot de parole et on débite tout ce qu'on sait pour que tout le monde s'imprègne de ce qu'on dit. Bon, en tout cas, c'était vraiment sympa. Fabien, j'ai fait ça avec grand plaisir. J'espère qu'on renouvellera plus tard une collaboration pour aborder d'autres thèmes. Merci Oswald. Et puis, bah, si vous avez une fois de plus aimé cet entretien, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Au revoir Oswald, au revoir la communauté TPF. Merci, bye. Merci Fabien et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.